Yo, what's up? Radio Cards, the best radio station of the campus. Radio Cards. Radio Cards. It's arts only. Hi everyone, welcome on Radio Cards, the only radio 100% draw the cards. I'm gonna be your host from now on. It's Fanny speaking, also known as the Temperance these days. I'd like to talk to you about Jamaica. I don't know if any of you comes from there by any chance or has already been there. I've never set a foot in Jamaica, but I've had contacts with this country thanks to Jamaican artists. I believe you're all thinking of Bob Marley right now, and it's exactly the person I'd like to talk to you about first. I think Bob Marley's songs are songs we live with. We get up with every little thing's gonna be alright, we dance with Stir It Up, we dry our tears with Women No Cry. Bob Marley is there to accompany us. His songs are little miracles played on when we need them. Suddenly, hearing his voice, we pause in our lives. He's just conveying simple messages, but they hit us as expressing the truth. Then we turn our heads to look at his warming, laughing face, and there is nothing more reassuring than this sight. In all his work, a song stands out. Redemption Song. All pirates, yes, they rob by, sold into the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help the same? These songs of freedom is all I ever had. Redemption Song breaks with usual happy-go-lucky attitude. It bears accents of goodbyes. It feels as if it has been written by an old man who has lived history since his dawn, someone summing his life up. The line which touches me the most is, "'Cause all I ever have." Maybe half because his voice reaches summits and breaks, and half because I feel a temptation of singing the verb in the past tense. This song is mystical. It has inhabited many people's lives. Let's start with Lorna Goodison, a Jamaican poet. Thousands of years ago, and she still recalls an apparently insignificant daily life moment. She was nursing her son Miles, with the radio on and the sun rising. While listening, ultimate truth materialized in front of her. Doubtlessly, Bob Marley was waving goodbye, just like an old man at 36 years old. Lorna could hear that he had begun traveling, that he was now between life and death. These are things unpalpable, but that she could feel as her voice breaks, slows down, or rises. This song is about a man's resignation to stop living, but this same man wants us to continue the fight. He's done, but we are still here. Someone else had guessed the real meaning of Redemption Song. I'm thinking of Donald Kinsey. He was a guitarist in Bob Marley's group, The Wailers. And he told the public that the last time Bob Marley sang Redemption Song, it was in Pittsburgh on the 23rd of September in 1980. It was his last concert. At that time, the band had no idea that Bob Marley was eaten up by cancer.
tumors growing inside him, like water lilies on a lake. 3 in the brains, 1 in the lungs, and 1 last in the stomach. A few weeks afterwards, he was to lose his dreadlocks because of medical treatments, and a few months later, he was to die. Bob Marley did not say goodbye, he sang it. Alone on the stage, his band joining the audience, alone because he was the only one living. When he said, "How long shall they kill our prophets, while we stand aside and look?" Donald Kinsey, the guitarist, saw it in his eyes. Without hiding, looking bravely at the public, Bob Marley was giving a sad but triumphant goodbye. Alone on stage. Artists sometimes begin to die up there. Molière was not a good example. Kinsey acknowledges that it was too early for Bob Marley to leave, but now he feels, at 67 years old, that there was no need for Bob Marley to sing any more song. With Redemption Song, he was delivering the ultimate message. Despite struggles, keep faith to carry on and look for a better day. The last person I'd like to talk to you about is John Legend. Bob Marley's song Redemption Song also had an echo with his life. John Legend, so he's the famous singer, and he didn't have an easy life. His mother, she fell into depression and started self-medicating by taking illegal drugs. She got into trouble with the law and ended up in jail. For decades she just remained fragments of who she used to be. She was totally off track. Drugs and jails are ordeals through which many don't come out. She could have been lost forever, but she was given a second chance, and with time she healed. John Legend believes that she was touched by some grace of redemption, which has allowed herself to rub away her past. John Legend discovered Redemption Song at 15 years old, a period during which he was barely visiting his mom, and never seeing his true mother. It fitted his history perfectly. How amazing when someone else's word echoed to your own situation and managed to strengthen you. John Legend knew that he was not alone as an African American, and it was not too late as a motherless teen. This song illustrates the right choice to make between abandoning people, locking them up and throwing the key away, or trying to find the grace of redemption for them. He raises the viral problem of justice, more based on punishment than on the hope of healing, especially when we consider that most people ending up in trouble have had troubles that led him in, ones that were not taken care of, and that will create more trouble afterwards, destroying families, disturbing children's development. Without redemption, the circle never ends. John sang with Bob Marley for hope, and his mother recovered. Now, could we acknowledge that this song is magical? Songs of freedom. Songs of freedom. Now we're gonna stay in Jamaica a bit longer. This is still the Temperance talking, and I've just talked to you about Bob Marley, but there is one Jamaican poet that you might not have heard of before, and he's my favorite poet. His name is Kei Miller. He has studied in England and now he teaches creative writing. He writes in a post-colonial context, and in 2014 he has written this absolutely beautiful collection of poetry which is called The Cartographer Tries to Map a Way to Zion. And in this collection he alternates between two poetic voices, a European cartographer with a very scientific approach to life, and a Jamaican Rasta man
whose way of seeing things is much more sensitive. As a result, he puts two opposite types of knowledge, so this cartographer and this Rastaman, in conversation with each other. And one of the first poems of this collection, it's called What the Mapmaker Ought to Know, and it's a warning. It's addressed to the European cartographer. He's coming to Jamaica with all his pretensions to map it. But we discover, thanks to this poem, that Jamaica is an independent island now, which won't let itself be controlled. What the mapmaker ought to know. On this island, things fidget, even history. The landscape does not sit willingly as if behind an easel, holding pose, waiting on someone to pencil its lines, compose its best features or unruly contours. Landmarks shift, become unfixed by earthquake, by landslide, by utter spite. Whole places will slip out from your grip. Throughout Camille's collection, there is an extended metaphor for language, and it's map-making. So for Camille, writing and talking is exactly like mapping the world, and he explores these ideas in a poem called In Which the Cartographer Tells of the Rastaman. In which the cartographer tells of the Rastaman. The cartographer sucks his teeth and says, "Every language, even yours, is a partial map of this world. It is the man who never learnt the word scroop, sound of silk or chiffon moving against the floor. Such a man would not know how to listen for the scroop of his bride's dress. And how much life is land to which we have no access? How much have we not seen or felt or heard, because there was no word for it, or at least no word we knew? We speak to navigate ourselves away from dark corners, and we become, each one of us, cartographers." Throughout his collection, Kay Miller points out the limits of map-making, how it flattens things, distorts them, and how it ignores crucial aspects of life. But in one poem, he imagines how life would be if maps disappeared, and by extension, if language disappeared. And it would mean a whole redefinition of the world and the image we have of it. In Praise of Maps. Him then a song in praise of maps, without which we could not dream the shapes of countries. The boot of Italy, the number 7 of Somalia, without which we could not trace the course of rivers, feel a papery Mississippi beneath our fingers, without which pirates would string Nilin down the necks of useless shovels, play them each night as banjos, without which submarines would beach themselves like omens, rusting mermaids on arbitrary beaches, without which we would walk nomadic distances, give up the language of man, and learn the gackering of foxes. We would negotiate with them each night a soft space in their dens. Hey, you still with the temperance in the middle of Kay Miller's collection of poetry? There's a curious poem which echoes to a true unprecedented event in 1992. The story is that there was a container, a boat, coming from Hong Kong
and it encountered a problem and sank in the Atlantic. The thing is, it contained 28,000 rubber ducks. You know, the rubber ducks that the kids take in the bathtub. And these little ducks traveled all across the Atlantic. They were called the friendly floaties by the press. And actually they found themselves to be incredibly useful for the scientists because they taught them about the movements of the currents. And in his poem, Kay Miller draws a parallel between these brave ducks who were released in the ocean after the boat sank and the people who move around in general. So throughout his ode to the ducks, he also praises the slaves who managed to escape and freed themselves. When considering the long journey of 28,000 rubber ducks, to them who knew to break free from dark hold of ships, who trusted their unsqueezed bodies instead to the Atlantic, to them who scorned the limits of bathtubs, refused to join a chorus of rub-a-dub, to them who've always known their own high tunes, hitched rides on the manacled backs of blues, who've been sailing now since 1992, to them that pass in squeakless silence over the Titanic, floats in and out of salty vortexes, to them who graze the shores of hot and frozen continents, who instruct us yearly on the movement of currents, to those bright yellow dots that crest the waves like spots of praise. Hail. And finally, there's one last poem, a very short and simple one I'd like to share with you. It's called Distance, and it's still written by the Jamaican poet Kay Miller. Distance. Distance is always reduced at night. To drive from Kingston to Montego Bay is not so far, nor the distance between ourselves and the stars. And at night, there is almost nothing between the things we say and the things we mean. And now, I give the floor to Kay Miller himself, reading one last poem. The last poem is a poem called The Law Concerning Mermaids. I dropped out of university when I did my first degree, but I eventually went back and did a PhD, which is a strange, convoluted story. So half my time I spend as a critic. And sometimes when you're doing research, you find the kind of information that you just have to write a poem about. You can't quite write an essay about it. And a lot of my poems do this. I think a lot of my poems are kind of criticism masked as lyricism. And this probably is a kind of example, but it was because I found out that the British Empire once had a law about mermaids, which I found kind of impressive. The Law Concerning Mermaids. There was once a law concerning mermaids. My friend thinks it a wondrous thing that the British Empire was so thorough it had invented a law for everything. And in this law it was decreed, were any to be found in their usual spots, showing off like dolphins sunbathing on rocks, they would no longer belong to themselves. And maybe this is the problem with empires, how they have forced us to live in a world lacking in mermaids, mermaids who understood that they simply were
and did not need our permission to exist or to be beautiful. The law concerning mermaids only caused mermaids to pass a law concerning man, that they would never again cross our boundaries of sand, never again lift their torsos up from the surf, never again wave at sailors, salt dripping from their curls, never again enter our dry and stifling world. Hi everyone and welcome on Radio Chords. This is Fanny the Temperance, and I'd like to talk to you about the experience of flying, because I'm part of these people who are fascinated by this experience of flying, and I'm always filled with wonder when I'm in a plane. I'm this kind of people who always want to look at the window, even in the middle of the night when everybody just wants to sleep, and I open the window and spray a lot of light and people are angry, but I just find it magical. So I found two texts which echoed to my experience, and I really wanted to share them with you. The first one is a passage from Skyfaring, which is a non-fiction book written by a British Airways pilot. His name is Mark Van Hoenacker, and he has published it in 2015. So it's really based on his own experience and his own feelings and his own reflections when he was flying. Then we blink, and suddenly we see again the earth we are flying over. From the window seat, our focal point crosses between the personal and the planetary, so smoothly that such movement seems to hint at a new species of grace that would come to only in the sky. Whatever our idea of the sacred, our simplest questions, how the one relates to the many, how time equates to distance, how the present rests on the past, as simply as our lights lie on each night's darkened sphere. Our simplest questions are rarely framed as clearly as they are by the oval window of an aeroplane. We look through it, over the snow-capped Cordilleras in the last red turn of the day, or upon the shining night palmistries of cities, and we see that the window is a mirror, briefly raised above the world. The journey, of course, is not quite a destination, not even for pilots. Still, we are lucky to live in an age in which many of us, on our busy way to wherever we are going, are given these hours in the high country, when lightness is lent to us, where the volume of our home is opened, and a handful of our oldest words, journey, road, wing, water, earth and air, sky and city and night, our oldest words are made new. From aeroplanes, we occasionally look up and are briefly held by the stars or the firmament of blue. But mostly we look down, caught by the sudden gravity of what we've left, and by thoughts of reunion drifting like clouds over the half-bright world. The second text I'd like to share with you is a poem. It's called High Flight, and it has been written by an American poet called John Gillespie Magee. He was involved in World War II as an Anglo-American Royal Canadian Air Force fighter pilot. And he composed this poem just after he had his 7th flight. He had gone up to 33,000 feet, which
corresponds to approximately 10,000 kilometers. So he was really impressed by this flight, and he composed this beautiful poem called Height Fight. And then a few months later he died because of an accidental mid-air collision. He was only 19 years old and wanted to become a poet. High Flight. Oh, I have slipped the surly bonds of earth, and danced the skies on laughter's silvered wings. Sunward I've climbed, and joined the tumbling mirth of sun-split clouds, and done 100 things you have not dreamed of. Wheeled and soared and swung high in the sunlit silence. Hovering there, I've chased the shouting wind along, and flung my eager craft through footless holes of air. Up, up, the long delirious burning blue, I've topped the wind-swept heights with easy grace, where never lark or even eagle flew. And, while with silent lifting mind I've trod the high untrespassed sanctity of space, put out my hand and touched the face of God. Although John Gillespie Magee Jr. had only composed one poem for which he was famous, this poem has been reused many times, and it has also been adapted in music by different people. And I'm gonna let you listen to one of these adaptations. It was realized by a man called Gary Duggan, who adapted the poem High Flight. Thank you for listening. The surly bonds of earth, and danced the skies on laughter's silvered wings. Sunward I've climbed and joined the tumbling mirth of sun-split clouds, and done 100 things you have not dreamed of. Wheeled and soared and swung high in the sunlit silence, hovering there. I've chased the shouting wind along, and flung my eager craft through footless halls of air. Up, up the long, delirious burning blue, I've topped the wind-swept heights with easy grace, where never lark or even eagle flew. And while with silent lifting mind I've trod the high untrespassed sanctity of space, put out my hand, put out my hand, and touch the face of
Bonjour à tous, vous êtes en train d'écouter la Radio Cards, la seule radio 100% Draw the Cards, et je serai votre host pour les prochaines minutes. C'est Fanny la Tempérance. J'ai décidé de vous parler de Annie Ernaux, qui est une autrice. Elle est issue d'un milieu social modeste, puisque ses parents étaient ouvriers et ensuite ils sont devenus petits commerçants. Mais elle, on peut dire que c'est une transfuge, car elle est devenue professeure agrégée de lettres modernes. Et surtout, elle est devenue autrice. Elle a choisi de délaisser la fiction pour se concentrer surtout sur le matériau autobiographique, c'est-à-dire qu'elle mêlait en fait l'expérience historique que tout le monde a vécue avec son expérience personnelle, individuelle, ce qui lui a permis de parler de beaucoup de sujets comme l'ascension sociale de ses parents dans le livre La Place, de son mariage dans La Femme gelée, que je vous recommande beaucoup, de sa sexualité, de son cancer du sein, de son avortement, de l'Alzheimer de sa mère. Donc elle s'attaque à des sujets très personnels, très douloureux pour elle, et finalement, étonnamment, ça parle à tous. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un finalement qui parle ouvertement de ces choses très personnelles. C'est une personne qui a été influencée très fortement par la sociologie, et notamment par les textes de Pierre Bourdieu, qui sont pour elle, et je cite, synonymes de libération et de raison d'agir dans le monde. Donc ces œuvres sont au carrefour entre les mondes littéraires et sociologiques. Et c'est fortement le cas pour le livre dont j'ai souhaité vous lire quelques extraits, qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour ». Et c'est un livre qu'elle a publié en 2014 et qu'elle a écrit à partir de carnets d'observation. En fait, c'est un peu comme l'observation que nous, on a fait en première année, l'observation en sociologie. L'idée, c'est qu'elle allait régulièrement dans le supermarché de la ville où elle habitait et elle prenait des notes sur ce qu'elle observait, sur ses ressentis, sur ses préjugés, sur la manière dont les produits étaient présentés, la manière dont les gens interagissaient et se servaient dans les rayons. Et elle a choisi de parler des supermarchés parce qu'elle nie l'existence d'un objet poétique ou littéraire en soi, et elle a pour ambition de bouleverser les hiérarchies sociales et littéraires en écrivant de manière identique sur des objets qui sont considérés indignes de la littérature, comme le supermarché ou le RER, et d'autres sujets qui, eux, sont considérés plus nobles, comme par exemple la mémoire ou le temps. Et en fait, elle associe ces deux types de sujets, plus des sujets plus triviaux et des sujets considérés comme plus profonds. Et donc c'est ce type de démarche qu'on retrouve dans son œuvre « Regarde les lumières, mon amour ». Carrefour, Annecy. Début des années 1970. C'était en hiver, le soir, dans le coin des alcools. Des gars, 2 ou 3, faisaient face à une fille toute seule. L'un d'eux ricanait. « Je te dis qu'il peut pas être de moi !» Et les autres s'esclaffaient. Pas elle, sérieuse et rouge, confrontée à ce gras déni public de paternité. À son drame puisque l'IVG n'existait pas. Ce jour-là, j'avais pensé pour la première fois que ce hangar sans grâce, qu'était le supermarché, contenait des histoires, des vies. Je m'étais demandé pourquoi les supermarchés n'apparaissaient jamais dans les romans qui paraissent. Combien de temps il fallait à une réalité nouvelle pour accéder à la dignité littéraire. C'est parce qu'elle s'est fait beaucoup de réflexions comme celle-ci, celle des années 1970, quand elle avait surpris cette scène au détour d'un rayon de Carrefour. C'est à partir de réflexions comme celle-ci qu'elle a décidé, dans les années 2000, de commencer cette observation sur les supermarchés. Et je vais poursuivre avec un autre extrait du roman, qui a été rédigé à partir d'observations du lundi 25 mars. Lundi 25 mars, 10 heures. Quand l'hyper est presque vide, comme ce matin, sensation hallucinante de l'excès des marchandises, du silence de mort des marchandises à perte de vue. Les clients paraissent se mouvoir lentement, comme pris dans une espèce de torpeur, celle que dégage la vision quasi réelle de l'amoncellement de nourriture
et d'objets. Ou ce sont simplement des gens qui ont tout leur temps le lundi, travailleurs en repos ce jour-là. Ou bien tout leur temps, tout le temps, les retraités. Le caddie que j'ai pris à l'entrée du niveau 2 roule mal. J'aperçois qu'il est enfoncé sur un côté. La chaîne qui sert à l'attacher à un autre caddie a été arrachée. C'est un caddie qui a dû voyager hors du parking, servir à déménager ou à jouer aux autotamponneuses. C'est fou tout ce qu'on peut faire sans doute avec un caddie. Je ne comprends pas pourquoi on ne les emprunte pas plus souvent. Pour 1 euro, c'est une affaire. Plus ou moins maladroitement, j'essaie de mater celui-ci. Un peu plus loin dans son récit, Annie Ernaux nous ouvre les yeux sur la réalité du supermarché. Mercredi 15 mai. Le bilan de l'effondrement du Rana Plaza, au Bangladesh, est de 1127 morts. On a retrouvé dans les décombres des étiquettes des marques de Carrefour, Camaïeu et Auchan. Jeudi 27 juin. La longue bannière déployée au-dessus de l'entrée 2 du centre commercial affiche tout en haut « Solde ». En superposant ainsi 2 courts extraits, en les faisant se suivre, donc en faisant suivre cet extrait sur les soldes et celui du Rana Plaza, Annie Ernaux, elle pointe du doigt le fait que ces soldes pour lesquels on est très content parce qu'on obtient des produits à des prix plus faibles parfois, qui nous permettent d'acheter des choses à 30%, 40%, 50% moins cher. Ces soldes, elles s'effectuent sur le dos des travailleurs qui fabriquent les produits qu'on achète et parfois au prix de leur vie, comme ça a été le cas au Rana Plaza. Jeudi 11 juillet. Ici, le soir d'un autre été, j'étais prise dans une file d'attente si longue qu'elle commençait entre les rayonnages de biscuits, loin d'une caisse devenue invisible. Les gens ne se parlaient pas, ils regardaient devant eux, cherchant à évaluer la vitesse de la progression. Il faisait très chaud. M'est venue la question que je me pose des quantités de fois, la seule qui vaille. Pourquoi on ne se révolte pas ? Pourquoi ne pas se venger de l'attente imposée par un hypermarché qui réduit ses coûts par diminution du personnel, en décidant tous ensemble de puiser dans ses paquets de biscuits, ses plaques de chocolat, de s'offrir une dégustation gratuite pour tromper l'attente à laquelle nous sommes condamnés, coincés comme des rats entre des maîtres de nourriture, que plus dociles qu'eux nous n'osons pas grignoter. Cette pensée vient à combien ? Je ne peux pas le savoir. Donner l'exemple, personne ne m'aurait suivi. Tous trop fatigués et bientôt nous serions dehors, enfin sortis de la masse, oublieux, presque heureux. Nous sommes une communauté de désir, non d'action. Le rêve de mon enfance, d'enfant de guerre, nourri par des récits de pillage de 1940, était d'entrer librement dans les magasins désertés et de prendre tout ce qui me faisait envie. Gâteaux, jouets, fournitures scolaires. Qu'on le fait ou non, c'est peut-être ce rêve qui flotte confusément dans les hypermarchés. Bridé, refoulé. Considéré comme infantile et coupable. Il n'y a plus de vitrine pour protéger les sardines du poème de Prévert, la fameuse grasse matinée. Plus besoin. Les conserves, les steaks, les galettes Saint-Michel et les fraises Tagada, tout ce qu'on peut toucher et prendre dans ses mains, mais jamais porté à la bouche, et bien mieux défendu par cette liberté constamment surveillée, par la peur intériorisée. À la sortie sans achat, le regard du vigile sur les mains, les poches, comme si repartir sans aucune marchandise était une anomalie suspecte, coupable, de facto, de n'avoir rien acheté. Et voilà, c'est fini pour les extraits de Regarde les lumières, mon amour. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait réfléchir un peu sur les supermarchés. Je sais que moi, ça avait beaucoup changé mon regard du coup sur toutes ces grandes surfaces.
parce qu'à la fois Annie Ernaux les décrit comme des lieux de fascination, des lieux de profusion, on a tout à portée de main et ça a quelque chose d'assez magique. Et de l'autre côté, le fait que ça cache une réalité assez sombre. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, quand vous irez faire vos courses au carrefour de la rue Gambetta ou dans tout autre supermarché, eh bien peut-être que vous aurez une petite pensée pour Annie Ernaux. Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Radio Cards. Vous êtes en présence de Fanny, la tempérance, et je suis la secrétaire dans la liste Draw the Cards. J'ai décidé de vous lire un passage des Caprices de Marianne, une pièce de théâtre qui a été écrite par Alfred de Musset en 1833. Apparemment c'était considéré comme une comédie, mais c'est franchement un drame parce que ça finit très mal, mais c'est extrêmement bien écrit. Le premier passage que j'ai choisi de vous lire, c'est dans la première scène. Donc dans cette première scène, on voit s'opposer deux personnages complètement différents. D'un côté, on a Célio, qui est un jeune homme qui vient de tomber amoureux d'une femme, assez gravement. Et malheureusement, cette femme est déjà mariée et elle refuse de répondre à son amour, donc il est assez désespéré. Et en face, on a Octave qui, lui, est un bon vivant, libertin. Il va de séduction en séduction et se promène toujours avec une bouteille de vin à la main. Donc c'est vraiment pas le même type de personnage. Et la réplique qui précède le monologue que je vais vous lire, c'est une réplique de Célio, qui questionne le mode de vie choisi par Octave et qui se demande si ce n'est pas finalement un suicide comme un autre que la vie qu'il mène, parce qu'il brûle la chandelle par les deux bouts, disons. Et Octave lui répond ceci. Figure-toi, un danseur de cordes, un brodequin d'argent, le balancier au poing, suspendu entre le ciel et la terre. À droite et à gauche, de vieilles petites figures racornies, de maigres et pâles fantômes, des créanciers agiles, des parents et des courtisanes. Toute une légion de monstres se suspendent à son manteau et le tiraillent de tous côtés pour lui faire perdre l'équilibre. Des phrases redondantes, de grands mots enchâssés cavalcadent autour de lui. Une nuée de prédictions sinistres l'aveugle de ses ailes noires. Il continue sa course légère, de l'Orient à l'Occident. S'il regarde en bas, la tête lui tourne. S'il regarde en haut, le pied lui manque. Il va plus vite que le vent, et toutes les mains tendues autour de lui ne lui feront pas renverser une goutte de la coupe joyeuse qu'il porte à la sienne. Voilà ma vie, mon cher ami. C'est ma fidèle image que tu vois. Et Célio lui répond « Que tu es heureux d'être fou !» Et Octave qui réplique « Que tu es fou de ne pas être heureux !» Un peu plus loin dans la pièce, Célio demande à Octave de devenir son entremetteur, c'est-à-dire d'aller parler à Marianne, la femme qu'il aime, en son nom. Donc Octave finit par accepter, et il va voir Marianne. Il lui reproche d'avoir rejeté Célio, de ne pas lui avoir donné de chance. Il lui dit qu'elle est sans cœur, qu'elle est froide, qu'elle n'a pas de personnalité, qu'elle n'a pas de cœur. Et il va même jusqu'à lui dire « Vous êtes une rose du Bengale sans épines et sans parfum ». Marianne, face à ce discours, est très énervée et elle répond dans un monologue qui est considéré comme très moderne et très féministe pour l'époque et que j'ai décidé de vous lire. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes ? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer, lequel Célio le dit à ses amis, lesquels amis décrètent, à leur tour, que sous peine de mort je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer, en votre personne, un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit seigneur Célio d'ici à une 8aine de jours. Pesez cela, je vous prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi ? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé, à l'heure convenue, à une pareille proposition ? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer du doigt et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire ?
Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum ». N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée, que l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entr'ouvert par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve, une bulle de savon, que le premier soupir d'un cavalier à la mode doit évaporer dans les airs? Qu'est-ce qu'après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment, une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée, qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule. Une femme! C'est une partie de plaisir! Ne pourrait-on pas dire, quand on en rencontre une, voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telle matière que celui qui baisserait les yeux devant elle et qui se dirait tout bas: voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer. Malheureusement, Marianne, qui est très fidèle à son mari, décide de tout lui raconter. Elle raconte à son mari, qui s'appelle Claudio et qui est un juge, toute son entrevue avec Octave et le fait qu'il a essayé de plaider la cause de Célio, qu'il a essayé de la détourner de sa fidélité envers son mari, en lui déclarant la flamme que Célio avait pour elle. Et donc Claudio, qui est fou de jalousie, va voir Octave pour lui faire des menaces et l'interdire de tourner à nouveau autour de sa femme Marianne. Et je vais vous lire leur entrevue, leur dialogue. C'est Claudio qui commence à parler. Soit dit en passant, Seigneur Octave, le marteau de ma porte m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, juge plein de science? En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute hardiment plein de respect, juge, pour le marteau de ta porte. Mais tu peux le faire peindre à neuf, sans que je craigne de m'y salir les doigts. En quelle façon, cousin plein de facéties? En n'y frappant jamais, juge plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé, puisque ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin plein de riposte. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio, cousin. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme, qui m'a tout raconté, Godeluro chéri. Tout absolument, juge idolâtré. Rien n'est resté dans cette charmante oreille. Il y est resté sa réponse, charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire. Ah, je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte en personne qui te la fera, aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort. Je vivrais heureux sans cela. Puisses-tu le faire en repos, cher cornet de passe-10. Je te souhaite 1000 prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison. Je dors tranquille comme une audience. Évidemment, Octave ne renonce pas à voir Marianne à nouveau, et il commence même à tomber amoureux d'elle. Mais il se refuse à souffler cette maîtresse à son ami. Alors, quand Marianne accepte d'accorder un rendez-vous, il envoie Célio à ce rendez-vous. Malheureusement, le juge, Claudio, le mari jaloux, avait aussi des soupçons, alors il envoie des fantassins à ce rendez-vous, qui tuent Célio. Bouleversé, Octave renonce à sa vie de plaisir
et il renonce aussi à une possible existence avec Marianne dont il avait pourtant gagné le cœur. Et voilà comment s'achève la pièce de théâtre Les Caprices de Marianne d'Alfred Musset, écrit en 1833. C'était Fanny, La Tempérance, sur Radio Cards.